Je vais maintenant vous parler pendant quelques minutes, non plus des motifs, mais comment le textile et les motifs, ce qu'on appelait les pochoirs japonais, ce qui sont en fait des katagami, ont profondément influencé nos artistes de l'Art Nouveau et en particulier Gustav Klimt. À gauche, un katagami japonais. Les katagami étaient faits dans de l'écorce de mûrier et ils servaient de pochoir pour imprimer un motif sur des lainages ou des soieries quand on ne voulait pas dépenser, qu'on ne pouvait pas dépenser la somme nécessaire à acheter un kimono brodé. Or, les katagami vont être achetés par centaines par les musées, en particulier le Störrische Museum für Kunst und Industrie, qui est le musée pour l'art et l'industrie de Vienne, et qui va proposer aux artistes de la sécession autrichienne des centaines de modèles qu'ils vont reprendre. Et je vous signale qu'en Autriche, c'est non seulement la sécession viennoise dont fait partie et que presque dirige, enfin, il en est à la tête Gustav Klimt, mais c'est aussi ce qu'on appelle les Wiener Werkstätte, ce sont les ateliers viennois qui sont la base de notre design du XXe siècle. Il y aura après le Bauhaus, etc. Donc, au départ, il y a des katagami. Et quand je vous compare ce katagami avec cette plante proliférante à l'intérieur d'une villa faite par Horta, la villa Horta, une villa Art Nouveau, vous retrouvez cette ligne envahissante. Regardez le pilier de droite, il a ce qu'on appelle la forme en C ou le coup de fouet. Il est repris à cette vivacité qu'a la plante japonaise. C'est encore plus évident quand je vous montre la villa Horta, la rambarde, les mosaïques, et en particulier le dessin du fond semble être directement sorti de ces fameux pochoirs japonais. Le kimono maintenant. Le principe de kimono, souvent ce sont des rosettes sur un fond organique ou schématisé. Vous avez ici un exemple de rosette. Ici, ce sont les pochoirs. Donc, quand on ne va pas broder, on va utiliser ces pochoirs. Vous avez un motif assez imposant, type rosette, sur un fond organique. Celui de gauche, vous avez l'équivalent de cette petite tige de la vrille qu'on trouve avec la courge. L'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle le mône japonais. Le mône était ce qu'on appelle un insigne héraldique, l'équivalent des armoiries japonaises, sur fond schématisé ici. Vous allez le retrouver peut-être dans votre salon quand vous avez acheté le papier peint de chez Godwin à la fin du 19e anglais. Vous avez un fond ici schématisé et en plus les 4 mônes, j'ai envie de dire, qui sont ici représentés, ce sont les mônes de l'Empire japonais, de l'empereur même. Celui qui avait une collection extraordinaire, c'était Gustav Klimt. Alors on a bien des photos de son intérieur avec toutes les japonaiseries qu'il avait. Le problème, c'est que les photos sont d'une telle qualité que c'était illisible, on n'y voit pas grand-chose. Alors croyez-moi quand je vous dis qu'il avait des collections de kakemono, qu'il avait des collections d'estampes, qu'il avait des collections de kimono, et il avait même une armure de samouraï dans son atelier. Plus que ça encore, il était constamment habillé. Vienne est quand même conservatrice, fin 19e, début 20e. Il était habillé en kimono, des kimonos qu'il dessinait lui-même pour la plupart et que lui confectionnaient les sœurs Flöge qui sont probablement représentées ici à droite. Il avait profondément intégré les principes du textile japonais. Premier point sur ce Toyokunu, pardon. La tête semble disparaître dans le vêtement. Dans les théâtres japonais, le no ou le kabuki, le rôle dépend beaucoup moins de la capacité de l'acteur que du vêtement qu'il va porter. Il semble disparaître dans ce vêtement qui a le rôle bien avant lui. Quand vous voyez le portrait d'Adelbloch Bauer, vous avez la même chose. Un visage rendu parfaitement réaliste, et il est perdu dans un univers de textile. Deuxième leçon à apprendre de cet acteur. Alors,
À ma connaissance, ils ne sont pas habillés avec du papier carton. Le vêtement avait une certaine souplesse, il épousait les formes du corps, il n'était pas parallèle au plan du tableau. C'est parce que les artistes donnent la priorité à la représentation, pour une fois on peut parler d'entièreté du motif, du mône, qu'ils le représentent à plat et non pas dans la tridimensionnalité de la réalité. Même chose avec ces deux autres estampes, vous voyez bien à quel point on voit les motifs à plat, ils n'épousent pas le corps de la femme. Même chose à droite, une femme, le conte de la femme intelligente et brave de Kuniyoshi, elle est en plein vent alors qu'on voit parfaitement les mônes. Imaginez une seconde, une femme avec un châle qui battrait au vent peint par Renoir ou par Monet, vous auriez des petites touches. Je doute fort qu'on puisse reconnaître les mônes. Or ici, vous les voyez. Les bouddhistes se serraient dans ce qu'on appelle les kesa de soie. Vous voyez bien ces mônes les uns à côté des autres. Et encore une fois, ce n'est pas à plat, c'est une soirée dont on s'enveloppe. Or, à droite, vous avez le baiser que vous connaissez bien sûr de Klimt. Vous avez des formes ovulaires et en forme de mône sur cette jeune femme. Et chez lui, des rectangles noirs. Tous ces motifs sont à plat, c'est-à-dire parallèles au plan du tableau. Il a intégré la composition du textile japonais, la représentation du textile japonais dans ses travaux. Femme japonaise à kimono à carreaux. Le titre même, alors il a peut-être été donné d'ailleurs par les Européens, donne la priorité aux vêtements, le kimono à carreaux, sur un fond de trame verticale. Regardez maintenant ce qu'on va retrouver chez Vuillard, le corsage à carreaux également. Ce visage semble perdu dans le vêtement et l'arrière-fond à trame verticale. À droite, vous avez la lettre de Marie Cassatt. Là encore, l'importance de l'imprimé et du papier peint est une chose que vous n'auriez jamais vue avant la découverte de l'estampe japonaise. L'acteur ici de Kunisada, il semble s'enfoncer dans ce qu'on prendrait nous pour du papier peint. Le vêtement et la décoration murale ont pris le pas sur le personnage. Et vous allez voir ce que ça donne chez Vuillard. Alors ça a d'autres significations chez Vuillard, mais on a l'impression que ces femmes sont aspirées dans le papier peint. Regardez le visage et la main complètement secondaires par rapport au tissu à carreaux du vêtement et du papier peint à nouveau. Et celle-ci, sa sœur en présence de sa mère, semble cette fois complètement absorbée dans le papier peint. Une telle visualité n'aurait jamais existé sans la présence des arts du Japon. On va maintenant regarder l'influence du Japon sur trois artistes, Van Gogh, Degas et Lautrec. On aurait pu en prendre d'autres, Monet, Manet, enfin tous peuvent y passer sans aucun problème. Petit détail, je vais essayer de ne pas parler de Vincent. Parce que quand on parle de Van Gogh, même dans des livres d'historiens, vous allez voir passer le mot Vincent au lieu de Van Gogh. On fait la même chose avec Morisot, on parle de Berthe souvent. Vincent, c'est presque systématique, je vais essayer de ne pas le faire. Mais une des raisons est très simple, c'est qu'il a écrit plus de 900 lettres, dont plus de 300 en français, maîtrisait plusieurs langues, en bon hollandais qu'il était. Et il écrit à son frère Théo, donc très souvent on parle de Théo et de Vincent. Vous imaginez bien, quand je parle de Manet, je ne vais pas vous parler d'Édouard, et quand je parle de Degas, Saint-Hilaire, ou Edgar, ça me paraît difficile. Alors on va essayer pas trop de parler de Vincent, mais quand même. Vincent, donc, enfin Van Gogh, écrit à son frère dans ses nombreuses lettres à Théo: « Tout mon travail se construit pour ainsi dire sur le Japon. L'art japonais est en décadence dans sa patrie, mais il jette de nouvelles racines chez les impressionnistes français, et qu'il appelait les Japonais français d'ailleurs, les impressionnistes. Souvent dans ces textes aussi, il parle de crépon. Alors le crépon, normalement, c'est une impression sur un papier grenu, donc il parle de crépon, même si ça n'est pas exact. Encore une fois, le japonisme n'est pas une science exacte. Il est entré en contact probablement avec les arts du Japon en 74-75. 74-75, il travaille chez Goupil, mais ça n'a pas transformé sa vision de l'art. Et puis tout à l'heure, je vous ai dit, c'est le traité signé avec les Américains qui ouvre le marché japonais, mais j'ai fait un petit mensonge. Mensonge que font bien des historiens d'ailleurs. Parce que depuis le XVIe siècle,
les Hollandais avaient un comptoir, c'est-à-dire une île artificielle devant le port de Nagasaki et échangeaient avec le Japon depuis le XVIe siècle. C'était la compagnie hollandaise des Indes orientales qui commerçait avec le Japon, ce qui fait qu'en Hollande arrivaient des œuvres emballées, des objets, des porcelaines emballées dans des estampes. Ce qui fait qu'en 1812, Drouot à Paris fait la vente de la personne en charge de Nagasaki et c'est vendu pour des broutilles parce que c'est considéré comme des curiosités. La crise de paradigme dont je vous parlais tout à l'heure n'était pas encore arrivée en Europe. Et à côté de chez Van Gogh, il y a un musée ethnographique à Leiden qui a des armures de samouraï, qui a des services à thé, qui a des kimonos, qui a des estampes. Est-ce qu'il y est allé? Jamais. Il faut attendre un certain moment de crise, d'un changement de paradigme pour qu'on s'intéresse aux œuvres japonaises. Donc je disais, 74-75, il est chez Goupil et pour autant ne s'y intéresse pas plus que ça. C'est en 85 pour la première fois qu'il parle dans une lettre à Théo de ces estampes japonaises. Il a épinglé quelques estampes sur les murs de son atelier à Anvers, mais pour autant ne les copie pas. Il ne les copie pas parce que le modèle réaliste est encore le modèle de Van Gogh. Quand il arrive à Paris en 86-88, il va découvrir ces estampes. Et il vit chez Bing en grande partie. On sait que c'est lui qui achetait les estampes, puisque quand il se rend à Arles, il demande à son frère d'en acheter quelques-unes chez Bing et il lui explique comment se rendre chez Bing. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une collection de plus de 500 estampes au musée Van Gogh à Amsterdam, qui est la collection d'estampes japonaises des frères Van Gogh. Parce que ça valait quelques sous, c'est-à-dire quelques centimes de francs. Il organise donc une exposition qui sera un fiasco financier, mais dont il aura une certaine fierté parce qu'il dit que c'est à partir de cette exposition que Bernard, Anquetin et peut-être Gauguin ont découvert les arts japonais. Ce n'est pas tout à fait exact, mais ce n'est pas grave. Où il représente Agostina Segantori, qui était la propriétaire du tambourin, donc du lieu où il fait cette exposition, et qui était sa maîtresse à l'époque. Regardez l'arrière-fond, on distingue à peine sur la droite une estampe japonaise, mais elle n'est pas prioritaire. La même année, il peint ce fameux Père Tanguy qui était le marchand de couleurs et marchand d'art par la même occasion, parce que parfois les artistes ne pouvant le payer en œuvre d'art qu'ils revendaient par la suite. Regardez tout d'un coup l'importance des estampes japonaises, en particulier celle de droite sur fond jaune qu'on reverra dans une seconde. Le modèle japonais est en train de prendre racine chez Van Gogh. Et il va se mettre à l'école des dessinateurs japonais. Van Gogh a une formation très peu académique, il va prendre des cours de dessin, mais il va surtout se former à partir des manuels de dessin européens. Et puis, il va reproduire des tableaux japonais. Ici, vous avez Hiroshige, maison de thé au prunier à Kamedo. La maison de thé, comme d'habitude, il faut la chercher à travers le premier plan du prunier qui ne vous laisse pas voir grand-chose. Il le copie avec le calque dont vous disposez sur la droite, qui est au musée Van Gogh aujourd'hui. Il le reproduit et nous aboutissons à cette œuvre extraordinaire de Van Gogh ici, qu'il a agrandi en reportant carreau par carreau son dessin. Et puis de chaque côté, il a tracé des idéogrammes dont il ne connaît le sens. Parce que à l'époque, en France, on commence à peindre les cadres, on pense à Seurat, on pense à Cassatt également qu'il faisait. Peu importe, il commence à peindre des cadres, mais lui aussi, mais à la japonaise. En fait, il ne connaît pas le sens de ces idéogrammes et certains d'entre eux sont en fait des publicités pour des maisons de courtisanes japonaises. Autre erreur fréquente chez nos Japonais, c'est qu'ils vont imiter les signatures. Ce qu'on pense être des signatures qui sont des sceaux apposés sur les estampes, et bien souvent ce sont des sceaux des propriétaires ou les sceaux de censure, en particulier dans les estampes érotiques. Donc, vous voyez, leur japonisme s'arrête vraiment à une visualité, on sait rarement ce qu'il y a derrière. Il fera la même chose donc également avec un tableau peint et des idéogrammes tracés à partir de cet Hiroshige. Et puis, bien sûr, la courtisane qu'il reprend de Aizen, qui est en fait reproduit en couverture, reproduit en miroir dans cette couverture du Japon, enfin du Paris illustré. C'est dans cet article, dans ce magazine, qu'il a pu lire l'article d'Hayashi qui dit
les Japonais ont un climat qui ressemble à celui d'Italie. Et lui, il fait le lien Italie-Arles. Et plutôt qu'aller donc au Japon, il se rend à Arles où il pense trouver un Japon. D'ailleurs, il écrira « Je n'ai pas besoin de mes gravures, il me suffit d'ouvrir les yeux ». Il dit que c'est un véritable rêve japonais que de vivre à Arles, donc il va pouvoir peindre comme un japonais. Il dit « La vue change, on voit un œil, on voit avec un œil japonais ». Encore une fois, il ne s'est pas mis des scotch sur les yeux, c'est ce climat qui lui permet de voir à la japonaise. Et puis, il y a une phrase qui est charmante qu'il écrit. J'ai toujours encore présent dans ma mémoire l'émotion que m'a causé le trajet cet hiver de Paris à Arles, comme j'ai guetté. Et si cela était déjà du Japon, enfantillage quoi. On l'imagine en train de descendre à Arles, bon il faisait froid les premières semaines, mais il s'est dit et si j'allais trouver mon Japon? Et son Japon, il l'a effectivement trouvé. Et il en a rêvé. Il en a rêvé au point, dans une lettre à Wilhelmine, sa sœur, de dire « Je me suis peint en moine bouddhiste. Le voici en moine bouddhiste. Vous avez ce fond vert à la japonaise. La tête repose sur un socle solide qui est le buste avec ce même col en V dans les deux cas, le crâne rasé, le regard plutôt vide. Pourquoi voulait-il se transformer en moine bouddhiste? Il n'est pas bouddhiste. Hein, il n'appartient pas à la nouvelle vague, le New Age du XXIe siècle. Il est protestant avant tout. Simplement, il voulait créer, il rêvait d'une communauté d'artistes comme une communauté bouddhiste qui se consacrerait à leur art comme les bouddhistes à la religion. Communauté d'artistes qui avait d'autant plus de sens que dans le livre de Louis Gonze, L'art japonais, Louis Gonze décrit ces communautés d'artistes qui vivent dans une excellente entente et qui s'échangent pour le nouvel an des surimori, des estampes japonaises luxueuse. Et il rêve d'une entente avec d'autres artistes, pas du tout cette course à l'avant-garde qu'on commence à voir à Paris, et il espère voir venir Bernard et Gauguin, avec qui il s'échange d'ailleurs tous les trois des autoportraits. Vous connaissez tous l'histoire, le seul qui est venu probablement poussé par Théo, qui était le marchand d'art de Gauguin, ce fut Gauguin, et vous connaissez au bout de quelques mois l'épisode de l'oreille coupée. Ça n'a duré que quelques semaines, quelques mois, cette communauté à deux. Mais il en rêvait. Il en rêvait parce qu'il rêve du Japon. Et je vous montre également cette branche d'amandier en fleurs. Après la crise qu'il a eue et au début de la folie, ou de la maladie en tout cas, de Van Gogh, il fait moins référence aux estampes. Mais quand vous voyez ce travail, vous vous retrouvez avec un premier plan et sous les yeux la branche d'amandier en fleurs et avec un fond monochromatique, un aplat monochromatique qui lui vient probablement de la céramique et de la vaisselle japonaise. Ici c'est une planche de chez Louis Gonze, le plat appartient d'ailleurs à Louis Gonze où vous voyez une branche sur un fond monochromatique que vous avez également, enfin vous avez l'équivalent sur le vase de gauche rouge et le vase brun à droite, des branches sur un fond monochromatique. Donc la référence, ça n'est pas seulement les estampes, c'est aussi la céramique. Ce sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui, c'est le dessin japonais, parce qu'il y a eu des expositions récemment sur le japonisme de Van Gogh, c'est absolument sans fin. Je vais donc en prendre un angle particulier qui est celui du dessin, et d'ailleurs il l'écrit, il dit « J'ai énormément à dessiner car je voudrais faire des dessins dans le genre des crépons japonais ». Alors il se met cette fois, je vous ai dit, il a appris sur des manuels de dessin européens. Cette fois il va travailler à partir des dessins japonais que voici. Vous avez à gauche cette façon de travailler l'arbre. On exigeait de l'étudiant en dessin un mouvement du tronc à la branche, je vous disais tout à l'heure. Et bien c'est exactement ce que vous retrouvez à droite, des crayons et encre de Vincent Van Gogh, en haut comme en bas, une branche en mouvement, presque torturée, du tronc jusqu'à la pointe des branches, ce que vous retrouverez évidemment dans sa peinture. Donc c'est à travers très souvent le dessin japonais qu'il va développer une pratique picturale de travail d'huile bien idiosyncratique, mais qu'il a quand même appris auprès des dessinateurs japonais. Il va, alors contrairement à Lautrec, lui fait venir ses encres et fait venir ses pinceaux du Japon, lui il va tailler dans le roseau
une sorte de plume qu'on appelle un calame. Et il va travailler avec du sépia et du bistre qui ont une façon de cracher bien particulière et qui rappelle le mouvement circulaire et le pinceau japonais, soit une écriture rapide et nerveuse que vous retrouvez ici. Regardez, il y a des petits traits, des bâtonnets, des points dans les deux cas. En haut, Hokusai, en bas, Van Gogh. Il s'est mis à l'école de dessin japonaise. Même chose ici, vous voyez ce mouvement circulaire, cette écriture nerveuse, vous le retrouvez, vous le découvrez chez Hokusai, vous le retrouvez chez Van Gogh. Une pièce extraordinaire du dessin de Van Gogh sur la gauche. Cette composition, cet angle de vue en aplomb est certainement repris à Hokusai. Mais ce dessin, regardez les traits, les points, les traits, les points, c'est ce qu'il a appris auprès des Japonais. Et il entendait faire des albums avec 6, 8, 10, 12 planches, comme les albums de dessin de Hokusai qu'il espérait échanger comme les cadeaux, comme le surimori, comme les cadeaux entre artistes japonais. Il rêvait les échanger avec Gauguin et avec Bernard, ça ne s'est bien sûr jamais fait. Alors revenons maintenant à sa peinture. Je vous montre une peinture en noir et blanc, j'ai fait exprès, les Saintes Maries de la Mer. Regardez ce travail de bâton, il n'est plus fait à l'encre, il est désormais fait avec le pinceau. Or, il est directement dérivé de cette technique qu'il a appris auprès du dessin, en particulier de Hokusai. Et le mouvement de la vague et d'écume a cette énergie qu'on trouve dans les manuels de dessin japonais. Et j'en arriverai alors à dire que ce style de bâtonnet, cette ligne en bouquet qui est propre à Van Gogh, que vous voyez très bien dans les vagues et qui sont en fait des montagnes bleues sur la droite, il les a apprises auprès des Japonais, et que ce ciel étoilé de bâtonnets d'une part et de vagues est directement appris auprès des Japonais, sauf qu'il l'a intégré d'une manière qui lui est propre et qui fait de lui cet extraordinaire peintre. Nous allons maintenant regarder le japonisme chez Edgar Degas, une composition audacieuse, particulièrement audacieuse, auquel on ne s'attend pas toujours. Quand on voit ces tableaux, le Japon ne vous saute pas aux yeux comme sur les bijoux que je vous ai montrés tout à l'heure, et pourtant. Edgar Degas, j'allais dire coquin, à sa mort, on découvre 117 estampes. Curieusement, il n'a aucun Hokusai, mais on sait qu'il a sûrement regardé des Hokusai chez son ami Rouard et chez Bing, bien sûr. Il a des hiroshige, il a des oiseaux, des fleurs, il a 15 poinçons. Il a les femmes au bain de Kiyonaga dans sa chambre que vous verrez dans un instant. Et coquin, oui, il l'était. Il a en particulier les albums érotiques de Moronobu. Parenthèse, ça n'a rien de japonais. Quand son frère, je crois, découvre ces monotypes pornographiques, ils vont en détruire une grande partie. Ça, c'est les histoires cachées de Degas. Regardons ses compositions. Je vous rappelle que Degas est passionné d'Ingres, qu'il fait des études aux Beaux-Arts, qu'il part 3 ans à la fin des années 50 faire ses écoles en Italie, le fameux voyage en Italie. C'est un peintre académique de formation qui va essayer encore dans les années 60-61 de faire des grandes peintures d'histoire. En 65, il nous peint ce tableau. Je remonte un peu mes lunettes si je suis choquée. Et sincèrement, je regarde ça, je me dis, mais il faut choisir. Soit c'est le bouquet, soit c'est le portrait. Mais un portrait tronqué et un bouquet tronqué, parce qu'il manque le haut, ça me gêne. Ça n'est pas bien cadré, ça n'est pas bien symétrique, ça n'est pas bien composé. Or, lui qui est un maître de dessin, qui n'abandonnera jamais, mais surtout un maître de la composition, eh bien c'est dans la composition que le Japon va s'infiltrer, et ceci en est un exemple, parce que vous avez une incomplétude et de l'un et de l'autre. Regardez cette femme, la position de la main, le regard vers l'extérieur. Quand une femme en portrait, un portrait de femme regarde vers l'extérieur, vous allez avoir tendance à suivre son regard, c'est-à-dire à regarder à l'extérieur du tableau. Vous voyez la position omnisciente dont je vous parlais tout à l'heure, cette position divine où on voit tout devant l'école d'Athènes. Là, ce n'est pas du tout le cas. Si son regard est attiré vers la gauche, moi, ce que je vais voir, c'est le mur du musée où se trouve ce tableau. Donc, il y a une incomplétude et en plus, il y a une frustration. Mais en fait, ça donne une dynamique et une vivacité au tableau que nos tableaux bien centrés et bien équilibrés n'avaient pas. Pour ce qui est du plan tronqué, le plan tronqué, comme je vous ai mis avec cet hiroshige, est une grande spécialité japonaise. Depuis tout à l'heure, je vous montre une petite plante qui arrive au premier plan, une deuxième petite plante qui arrive au troisième plan. Vous le voyez ici, c'est ce qu'on appelle le gros plan tronqué.
qui est repris, entre autres ici, par Degas, et vous le verrez de manière régulière. Okusa, il est brume de Sandari. Alors, les Japonais, certes, n'ont pas inventé la perspective, ça ne les intéresse pas. Simplement, quand on a un regard eurocentré, c'est-à-dire éduqué à retrouver les points de fuite et les lignes de perspective, on va les chercher même dans une œuvre japonaise. Alors, quand je regarde ce tableau, je me suis dit, d'accord, je suis juste en face du mont Fuji, je suppose ici. Je suis juste en face de ce personnage qui est plié devant la maison. Ce personnage de gauche, pardon. Et je vois cette femme qui tient une tasse de thé de face. Tout ça, ça m'a l'air cohérent. Ce que je comprends plus, c'est comment se fait-il que je vois le haut du parquet. Tout d'un coup, mon regard est comme une caméra, il monte et je peux voir le parquet. Et puis, point particulier, bien sûr, la composition se termine dans l'angle de la maison et j'ai bien sûr mon premier plan tronqué, une branche, des branchages qui arrivent au premier plan et qui sont tronqués. Donc vous voyez bien qu'il y a ces plans tronqués, l'angle, le sol qui remonte et puis le fait que mon regard se déplace dans l'espace. Je vois de face les éléments sur la gauche et puis après, je suis en train de montrer comme une caméra et je vois le sol par en haut. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec Diego Martelli. Ce n'est pas évident, mais vous allez le voir. On est en 1879, ce tableau est présenté aux impressionnistes en présence de nombreuses estampes japonaises présentées par Durand-Ruel. Le haut de Martelli est vu de face. Le sofa est vu de face. Le sol remonte. Ça, c'est pas normal. Je suis presque à quatre pattes et je le vois remonter devant moi. Ça, déjà, j'ai changé de position. Quant aux chaussons, je suis au-dessus de mes chaussons parce que je vois le fond, l'intérieur rouge des chaussons. Donc, vous voyez déjà que le regard se déplace en haut, en bas, sur le côté, ce qui nous permet de multiplier les points de vue. Quant à la table, elle est un peu trop proche de moi et je vois les... Alors, elle remonte, elle aussi, beaucoup trop. Ça supposerait que je sois presque accroupie pour voir ce pan de table remonter, mais en même temps, je vois les feuilles. Même celle du fond, je peux presque la lire. Donc, vous voyez que chaque angle de vue, chaque partie de ce tableau a été composée avec des angles de vue différents, comme si on se transformait en caméra mouvante à la manière des Japonais. La fabrication des gravures sur bois, un extraordinaire estampe de Kunisada ici. Vous avez la vue en angle. Les murs sont faits de palissades, enfin de trames de bois de gauche et de droite. Vous avez ensuite des personnages dans quelques couleurs qui se répètent, qui semblent les mêmes et pourtant bouger. Vous avez ce qu'on appelle cet effet décoratif d'arabesque. Regardez ce qu'on a maintenant avec ce qui pourtant semblerait être juste un reportage journalistique. Eh bien, il y a du Japon dans cette œuvre. Essayez de les chercher. L'angle, les panneaux de verre, bien sûr, ça existe. On n'a pas mis des panneaux japonais, mais là aussi, il a choisi l'angle sur des panneaux avec ce quadrillage de bois. Vous avez une fuite en arrière avec des premiers plans tronqués. Ce personnage, cet homme au chapeau devant, rapproché et tronqué. À côté, la chaise est à droite. On n'a pas le droit au branchage japonais, ce serait trop simple et puis trop plagiat chez Degas. Non, on a la poubelle qui est coupée, donc le premier plan coupé. Sauf que la poubelle, je la vois au-dessus. Alors je vois cet homme à côté de face. Et puis j'ai le sol qui remonte. Ces personnages sont trop loin. J'ai l'impression qu'ils sont aspirés. Et puis à droite, je vois encore une table et ces personnages, quelque chose de tronqué. Il a comme mal cadré. Alors on a pu parler de l'influence de la photographie, mais ce qui est certain, c'est que le Japon est bien ici. Le Japon, c'est aussi une manière de travailler en aplat. Quand je regarde cette estampe, j'ai quand même l'impression qu'il y a une zone bleue. Au-dessus, j'ai une zone grise. J'ai une eau, une rivière qui a quand même l'impression de défier les lois de la planéité de l'eau. J'ai l'impression qu'elle est quand même très bancale. Que j'ai une barque qui flotte au milieu de tout ça. Un nuage qui est une bande d'aplat blanc et le mont Fuji au bout. Quand vous regardez la place de la Concorde, essayez de faire abstraction des personnages du premier plan et de l'arrière-plan. Vous avez une masse jaune. On dirait un mur vertical jaune.
C'est le principe de la place japonaise. D'autant qu'à mon avis, la place de la Concorde, 1, elle n'est pas jaune, 2, elle est pavée. Il n'y a plus de pavé ici. Il a fait un aplat monochromatique à la japonaise. Regardez maintenant les personnages. Ils sont tous en premier plan tronqués, même celui de gauche. On peut parler du cadrage photographique, mais il y a un historien, sauf erreur, c'est Franck Castel, qui a dit « Ceci, photographiquement, est strictement impossible ». Et puis, il y a un effet un peu drôle, un peu cacophonique, je suis désolée, avec Monsieur Le Pic, le menton en avant, le cigare qui monte et le parapluie qui baisse, il y a un petit côté drôle, enfantin peut-être. Et regardez les regards maintenant. Le Pic regarde, il a le regard vague. La petite fille à droite du tableau regarde dans la même direction que le lévrier. Quant à l'autre petite fille sur la gauche, elle a le regard à l'extérieur. Personne ne regarde dans la même direction, or ils sont censés être ensemble. Il l'a appris, lui aussi, en regardant Kiyonaga. Regardez ces scènes, chacun regarde dans un sens différent, l'un à gauche, l'autre à droite. C'est une composition à la japonaise qui donne une dynamique que nous n'aurions pas dans nos compositions européennes. Je reviens un instant sur la composition en diagonale. Je vais vous montrer les compositions en diagonale japonaises qui sont dynamiques, qui donnent une force, qui attire le regard en dehors du tableau ou tout au fond du tableau. C'est ce qu'on appelle une ponctuation rythmée. Eh bien, à gauche, vous avez un Hiroshige en arc de cercle. Vous le retrouvez à droite chez Van Gogh et j'ai choisi cette version du tableau qui existe en peinture à l'huile. J'ai choisi en dessin pour que vous retrouviez ce petit geste de bâtonnet. Donc, les Japonais ont l'art de cette composition en diagonale qui traverse leur tableau et qui donne un rythme. Vous allez le retrouver dans chez un très grand nombre d'artistes. Chez Munch, j'aurais pu vous en montrer 10, je me limite à 2. Le cri d'une part, jeune fille sur le pont d'autre part. Regardez la perspective, comment on est comme aspiré au loin sur la droite. D'ailleurs, je parle de perspective, on ne respecte pas les règles de la perspective ici. Hiroshige que je choisis de vous montrer en noir et blanc pour vous le comparer à Kirchner. Regardez cette progression dans l'espace, là encore une composition en diagonale qui aspire vers le fond du tableau. Okusai. Okusai également, sur cette peinture sur soie, travaille la composition en diagonale et surtout le vide. Il y a une partie complètement vide ici qui s'alterne avec une partie où la population est amassée sur quelques centimètres. Vous avez donc une composition par le vide, ce qu'on appelle le haraoshi. 2, vous avez la composition en diagonale. Eh bien, vous allez la retrouver chez Degas. Vous pouvez faire l'exercice tout seul dans votre tête. Composition en diagonale ici avec les danseuses sur la gauche, le vide au milieu. Et en plus, ici, on a droit au gros plan tronqué. Je suppose que c'est un escalier en colimaçon qui passe ici. Je vous en ai mis quelques autres ici. La diagonale qui se ressent d'une part par la disposition des jeunes filles sur la gauche, mais également par les lignes en diagonale du parquet. Le vide qui s'oppose donc aux diagonales et notre premier plan tronqué ici. Vous retrouvez ici tous les éléments japonais dont je parlais. Le vide, les diagonales de ces 3 danseuses sur la droite qui vous amènent à un motif en arabesque, c'est-à-dire la répétition du même motif, légèrement différent à chaque fois, qui donne du risque et qui correspond donc à ce qu'on appelle l'arabesque. Il y a quelque chose en plus, cette fois je ne vous ai pas encore montré, le pilier au milieu. Eh bien, ce pilier est très japonais, vous l'avez dans l'architecture japonaise. Ici, j'ai repris un motif qui est publié dans ce fameux Japon artistique en mai 1888 et qui va fasciner entre autres Degas. La chanson du chien, pilier. Il n'était pas obligé. Les femmes au café, 3 piliers. Là encore, il aurait pu cadrer différemment. Non, on les voit à travers des piliers. Le jockey avant la course, c'est large un champ de course. Non, il a choisi l'angle lui aussi avec le pilier. Danseuse en répétition. Vous avez le vide, la diagonale marquée par les danseuses, mais diagonale également marquée par la différence entre le bois et la peinture du mur à gauche, qui vous fait pénétrer très loin au fond à droite. Et puis vous avez un gros plan sur ce que je suppose être une contrebasse. Mais là j'ai un changement de point de vue. Ma caméra est montée pour voir la contrebasse.
de 3/4 par en haut. Mais il y a quelque chose de nouveau, c'est la position de la jeune fille. Ces positions, il les a repris des mangas japonais qui sont comme des sténographes. Le manga, c'est aussi ce qu'on appelle une image dérisoire, une image non aboutie, mais qui lui permet de saisir sur le vif et de décomposer le mouvement. Voici donc l'exemple parfait ici. Vous allez le retrouver avec toutes ces femmes au bain, la sortie de baignoire. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est celui-là ou un autre, Huysmans dira de Degas, il a descendu la femme de son piédestal. Et c'est sûr que ce n'est pas très gratifiant. Là voilà les mains sur un fessier généreux, comme chez Hokusai. La voici grimpant dans une baignoire. Alors comme le modèle est peut-être Utamaro, tout de suite c'est beaucoup plus délicat, beaucoup plus joli. Sauf qu'en plus il est plus japonais que Utamaro parce qu'en plus il l'a pris dans un angle. Cet angle de vue tant prisé par les artistes japonais. Et puis c'est ce Kiyonaga qu'il avait dans sa chambre, le coquin, je disais. Il est peut-être comme ce coquin. Regardez le petit carré en haut à gauche de cet homme qui regarde ces femmes se baignant. Vous retrouvez les diagonales ici, le sol qui remonte, mais surtout toutes ces femmes au bain que toute une génération va se mettre à peindre. Je vous ai mis en bas un extrait de Hokusai à côté de la femme au tub de Degas. Vous retrouvez le plan en contre-plongée. Vous retrouvez la vue d'en haut du tub, mais surtout vous retrouvez la position, cette même position que celle de chez Hokusai. Et en haut, je vous ai mis un bonnard de femme au tub. Vous avez la composition en diagonale, marquée par le rideau bleu à droite, qui vous attire vers un angle, encore une fois. Le sol en contre-plongée, la vue de la femme presque de face, alors qu'on voit vraiment d'en haut le tub. Alors, soit ils avaient tous des planchers qui remontaient et l'eau qui ne coulait pas, soit manifestement, nos règles de la perspective ont été totalement abandonnées face à l'émerveillement qu'ils ont ressenti face à l'estampe japonaise et au manga. Alors, petit exercice, femme au tub se nettoyant le dos, la position est reprise, il se gratte le dos comme chez Hokusai. Le sol en contre-plongée, donc qui remonte, le tub vu presque d'en haut, cette femme vue d'une position plus basse. Et puis regardez ce qui se passe à droite. C'est presque un gros plan tronqué. Moi, si j'enlevais tous ces objets qui se trouvent sur cette table, j'aurais l'impression d'avoir, pas un paravent, mais en tout cas une cloison verticale qui me cache la vue et donc il n'y a pas la complétude de la scène, il manque un morceau. Mais en fait, ça n'est pas un plan vertical puisqu'il y a des objets dessus. Donc, en fait, c'est à plat. Et j'ai des objets que je vois presque de face. Pas tout à fait, mais presque. Et puis, j'ai une brosse que je vois, elle, d'en haut. Donc, vous voyez que chaque objet est vu sous un angle différent. Il y a l'incomplétude, il y a le sol qui remonte, il y a les positions du tub. Tout ceci, qui est tellement Degas, a quand même été appris en compagnie des Japonais. Le japonisme maintenant chez Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec qui rêvait peut-être de partir au Japon, il s'installe en partie dans les bordels parisiens où il fera merveille, lui aussi s'est mis à l'école du Japon, en particulier quand on regarde sa signature, son goût pour la caricature et la lithographie. Lui, contrairement à Van Gogh, fait venir ses pinceaux donc et ses encres du Japon. La signature d'abord, quand vous regardez en haut, c'est ce qu'on appelle une signature en tsuba. Je vous ai montré tout à l'heure ces gardes japonaises avec le trou au milieu. Il va faire un monogramme dans une forme de tsuba. Et puis cette signature, ce monogramme dans un éléphant souvent qui apparaît au dos, parfois 1, 2, 3, au dos de ces peintures. Regardez la peinture à gauche de Lautrec, c'est ce qu'on appelle un premier plan tronqué. Vous le retrouvez évidemment chez les Japonais ici. Il est surtout connu, enfin c'est pas vrai, il n'est pas surtout connu, mais ce que je vais regarder aujourd'hui, c'est l'aspect japonais de sa lithographie, parce qu'il s'agit de gravure dans les deux cas, et parce que sa composition est à la japonaise. Ici, vous avez l'affiche pour Jane Avril, dont j'ai mis la photo sur la droite. Regardez-la de plus près. Vous avez un gros plan tronqué. Cette sorte d'arabesque qui ressemble à un poulpe, en bas à droite dans l'affiche de Lautrec n'est autre que le visage d'un des musiciens avec des petites lunettes.
Et puis ensuite, vous avez un énorme gros plan sur le haut de son instrument, une ligne en diagonale. Et puis ensuite, vous avez le plancher en diagonale, donc la composition à la japonaise, et Jane Avril dansante, composition à la japonaise. Ensuite, je vous disais cette composition en diagonale qui est aussi dont le parquet est marqué comme cette estampe de Yoshitoshi. Autre élément, la goulue et la môme fromage dont je vous mets les photos ici, les reines du cancan à Paris. Les voici en présence d'une balustrade. La balustrade n'était pas typique dans la peinture française et pourtant elle va arriver en masse. Ici, je vous montre l'importance des balustrades dans l'architecture et dans la représentation des estampes japonaises. Et également dans cette scène d'Utamaro qui a été, mais je crois que c'était en noir et blanc, reproduite dans le Japon artistique. Même chose ici avec Utamaro. C'est très fréquent. Comme vous voyez des angles de vue, vous voyez des grilles. Eh bien, vous allez la trouver chez tous. Donc, chez Lautrec, je vous l'ai montré il y a un instant. Vous allez la trouver chez Gauguin. Vous allez la trouver chez Vuillard. C'est un paravent qui n'existe plus, il ne reste plus que 2 panneaux. Mais le fait d'avoir fait un paravent avec des montants aussi épais est en train de recréer physiquement le principe de la balustrade. Et puis, je saute presque du coq à l'âne. Quand vous voyez ces 2 tableaux, l'un de Manet et l'autre, non pas de Berthe, mais de Morisot, les 2 reprennent cette grille qu'ils ont appris en regardant les estampes japonaises. Ces sténographes maintenant qui décomposaient le mouvement et qui donnaient une énergie folle comme des arrêts sur image que découvre Lautrec. Eh bien, il va bien évidemment s'en inspirer lorsqu'il met en scène sa danseuse. Regardez le manga à côté. On le retrouve également dans cette représentation de Jane Avril, la jambe en l'air, qui ressemble un petit peu, c'est pourtant pas du football qu'ils sont en train de jouer, au personnage qui est en haut au centre ici. Et vous allez le retrouver Chocolat. Alors Chocolat, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y a un film qui est sorti en 2015 ou 2016 sur Chocolat en France. Le voici en train de danser. Eh bien lui aussi dans son dessin est influencé par les mangas de Hokusai dans le port, le port du bras à gauche et dans cette gestuelle sur la droite des Japonais. Alors je ne sais pas vous dire pourquoi ils louchaient. Et pourquoi je n'ai pas cherché à savoir pourquoi ils louchaient, parce que je doute que nos artistes le savaient eux-mêmes. Je vous ai dit, le japonisme, ce n'est pas l'étude du Japon replacée dans son contexte. Par contre, manifestement, Lautrec adore se déguiser en japonais. Ce n'est pas la seule photo qu'on ait de lui, avec ce signe, et il est en train de loucher. Quand il est en train de dessiner un ex libris pour son ami Maurice Guibert, le voici dans la forme de Tsuba, les 2 doigts relevés et en train de loucher. Regardons maintenant son sens de la caricature. Vous voyez, ce jeune Aristide Bruant n'avait rien de déformé dans le visage. Il le représente ici pour ses affiches. Quand on voit les dessins de près, regardez la bouche de Bruant déformée, il l'a apprise au contact des estampes des acteurs. Cette pauvre Yvette Guibert, en 1995, elle est plutôt jolie quand elle est représentée par André Ciné. Par contre, la même année ou un an de plus, soit elle a pris 25 ans, soit elle a été caricaturée peut-être par Lautrec. Si je fais un gros plan sur sa bouche, là aussi elle a une bouche déformée. Les silhouettes, je vous ai parlé à plusieurs reprises des silhouettes. Il est normal que les Japonais les représentent puisque le soir, à travers ces cloisons en papier de riz, on voyait des ombres. Comme dans cette estampe à gauche. Quand je vous ai montré les troncs d'arbres tout à l'heure, je vous ai dit faites attention, il y a des silhouettes, il y a des ombres d'arbres derrière. Et nos graphistes, on connaissait le système des silhouettes, mais elles vont fortement revenir à la mode sous l'influence des Japonais, avec ici une silhouette d'acteur, qui est une des signatures, l'autoportrait de Audrey Bridsley, qui est un des grands graphistes de l'Art Nouveau anglais. Vous avez ici un kunisada, donc presque une silhouette. Une silhouette, ça veut dire que vous avez la délinéation et un espace monochromatique au centre, puisque quand on voit quelqu'un en silhouette, on ne voit plus les détails du milieu. Donc là, vous avez quand même des détails de gravure au milieu de cette silhouette, exactement le même système que vous avez chez Beardsley ici, qui travaille à l'encre. Des blocs
noir superposé avec une très fine ligne de délinéation. C'est ce que vous aviez, dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure avec Bonnard. Je vous ai dit qu'il émulait, qu'il copiait le système sur ce vêtement beige de cette parisienne avec des blocs, mais à partir du moment où ce sont des surfaces monochromatiques, c'est comme si nous avions affaire à des silhouettes, tant pour cette parisienne que pour les nourrices au-dessus. Les silhouettes, je vous ai parlé tout à l'heure de ces deux tableaux en parlant d'une composition en diagonale. Vous avez également la silhouette ici, en particulier sur ce personnage à droite au premier plan, qui est une parisienne ou une allemande à la mode, avec un profil, enfin une silhouette de kimono. La silhouette est omniprésente parce qu'elle est très graphique, elle donne une présence extraordinaire dans les posters et lithographies de Lautrec. Vous l'avez à gauche ici avec Jane Avril et à droite ici avec Sarah Bernard. Vous la retrouvez bien sûr dans la Goulue au Moulin Rouge. Regardez la foule, c'est une silhouette. Et puis sur les deux autres personnages, un geste, quelques lignes pour une délinéation, c'est l'art du raccourci japonais qu'il a appris. À droite avec Bruant, si vous regardez le carré à droite ici, avec ce personnage dans l'entrebâillement d'une porte, là encore c'est une silhouette. Quand vous voyez le divan japonais, c'est la silhouette en noir qui se détache de Jane Avril, à côté du critique du jardin. Vous avez une construction, une composition en diagonale, et je me demande comment le verre peut tenir dessus, c'est beaucoup trop penché. Vous avez, comme des serpents jaillissants, les bras du chef d'orchestre, une composition en diagonale à nouveau, et un plan tronqué pour celle dont on devrait faire la publicité, parce que c'est quand même Guibert qui est en train de chanter, il n'y a plus que ses gants. Il va manier plus que tout autre le pinceau à la japonaise. Il va apprendre le raccourci, la vivacité du trait, l'impossibilité du repenti. On ne peut pas se tromper quand on travaille à l'encre. Ce n'est pas comme à l'huile, on fait repenti sur repenti. Il l'a appris probablement auprès de Sangai, le japonais. Voici la composition, vous voyez les traits de parquet, la composition diagonale, le monogramme en forme de tsuba et maintenant ce trait japonais qui a le sens presque de l'abstraction. Deux traits et on a la forme complète. On l'a également ici, ça doit être la Goulue en présence de, comment il s'appelait, Valentin le Désossé, qui est très probablement influencé par ces dessins japonais, ces encres japonaises. Et regardez ce à quoi on aboutit. Chaque élément ici est un retravail du Japon. Le monogramme en forme de tsuba, la composition diagonale, plus que deux traits, le raccourci, l'esprit abstrait presque, le geste minimum pour le bouquet, et en silhouette, la chanteuse n'est plus qu'une paire de gants. Regardez bien cette estampe. Vous avez bien sûr les trames de bois. Bien sûr, vous avez les motifs faits avec des pochoirs. Mais ce que je veux que vous voyez ici, c'est cette opposition de bleu et de noir extraordinaire des couleurs. Lautrec fait partie des rares qui s'intéressaient à la gravure. Il était chez les graveurs et il regardait quelles couleurs on allait utiliser sur ces gravures. Eh bien, c'est le bleu opposé au noir que vous voyez ici, le monogramme en forme de tsuba, la composition en diagonale, la délinéation du contour, il manie le pinceau avec un vide au milieu, la technique du hara-oshi, pour représenter cette jeune femme. Or, cette jeune femme, qui est japonaise dans tous les détails de composition, vous les trouvez dans l'arrière-fond de Picasso. On est en 1901. Picasso sera celui que vous connaissez, un des grands maîtres du XXe siècle. Il a commencé en se tournant vers Lautrec, vers Degas, vers Bonnard, vers ces femmes au tub. Si vous regardez, vous avez un tapis qui semble vertical, c'est-à-dire une contre-plongée, un sol presque vertical. Vous avez un tub que je vois presque d'en haut, une femme que je vois de face, un premier plan coupé d'un bouquet. Toute cette composition est indirectement maintenant apprise auprès des Japonais. Il est admiratif de Lautrec qu'il cite en arrière-fond. On a donc pu voir aujourd'hui à quel point la plupart de nos grands artistes qui sont devenus l'avant-garde dont on est si fier ont appris leur art et leur modernité à partir des arts du Japon.